Donc voilà, je vais laisser la parole à Bérangère qui va vous présenter tous les détails de ces différents parcours. Il y aura des sessions de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également utiliser le chat de Teams pour poser des questions. J'essaierai d'y répondre pendant la présentation. Euh, Autre petit renseignement administratif, sachez que vous aurez tous une convention qui sera signée entre votre structure et l'Agence régionale de santé et qui va stipuler tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire les documents justificatifs qu'il vous faudra produire pour pouvoir bénéficier du financement. Je rappelle, hein, le financement 3 000 euros sur le cyberdiagnostic et 5 000 euros sur l'exercice de gestion de crise cyber. Et puis, cette convention, elle précisera également les dates maximales auxquelles vous devez me fournir ces éléments justificatifs. Et puis, tous les renseignements que vous avez pu nous donner, c'est-à-dire le référent, la direction de votre établissement, le RIB, etc. Il faudra bien vérifier que tout est juste au moment où je vous la transmettrai. Elle sera paraphée à faire signer et à nous retransmettre. Et puis, je vous renverrai la convention complète une fois que tout ça, ça sera réalisé. Je laisse la parole à Bérangère. Bérangère, merci beaucoup. Merci à toi Lionel, bonjour à tous. Donc effectivement, bienvenue à ce webinaire de lancement. Donc vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc comme le disait tout à l'heure Lionel, durant la présentation, pensez bien à couper vos micros. N'hésitez pas, il y a des sessions de questions-réponses, mais si jamais un point sur une slide n'est pas compris, je vous poserai la question à chaque changement si vous n'avez pas des questions, et comme ça, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, ce sera sans doute plus facile. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment que vous ressortiez de ces 2 heures avec nous en ayant compris la feuille de route et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre pour qu'effectivement le parcours soit réussi. Donc tout d'abord, on va vous présenter du coup de manière détaillée, mois par mois, le parcours qui est donc la partie tronc commun, parce qu'effectivement là, vous êtes 10 structures sur le cyberdiagnostic et 10 à vouloir réaliser l'exercice de crise. Donc on fera un temps de questions-réponses et ensuite on vous présentera les attendus pour ceux qui sont embarqués dans le parcours exercice de crise, les attendus de l'exercice de crise et ensuite ceux du cyberdiagnostic. Et on aura l'intervention de Michael Benoît du pôle d'excellence cyber. Comme vous le savez, on vous en avait parlé, qui est notre partenaire sur le cyberdiagnostic, sachant que si vous souhaitez partir avec un autre prestataire, c'est possible. Mais comme c'était notre partenaire, il paraissait important qu'on puisse vous présenter de manière détaillée le contenu, avec là encore un jeu de questions-réponses. Ça ne veut pas. Ici. Voilà. Alors, tout d'abord, un rappel du parcours. Donc, au choix variable, 10 d'entre vous vont réaliser un cyberdiagnostic, 10 autres un exercice de crise. Par contre, vous aurez tous donc le test de phishing à T0, donc qui aura lieu le mois prochain, et puis un autre à la fin du parcours. 3 campagnes de sensibilisation numérique sur un mode de e-learning avec des supports soit vidéo, soit des chercher-trouve. Et enfin, une sensibilisation en présentiel que Lionel et moi réaliserons dans votre structure. Tout au long du parcours, vous recevrez des documents de sensibilisation que vous aurez à diffuser librement dans vos structures. Et puis effectivement, une phase préparatoire donc, qui est le mois d'octobre, avec ce webinaire de lancement. Et puis tout à la fin, un mois pour finaliser vos dossiers en vue de pouvoir derrière déclencher le financement. Ici, un rappel des dates. Donc, le parcours s'échelonne de octobre 2025 à juin 2026. Et puis, on a donc 2 outils pour accompagner le parcours. Une feuille de
de route détaillée qui va reprendre donc sur un document de manière très précise, mois par mois, la présentation qu'on va pouvoir vous faire aujourd'hui. Et tous les partages de fichiers, aussi bien de moi vers vous ou de vous vers moi, devront se faire par Blue Files et vous retrouverez ma fiche de dépôt dans ma signature mail. Mais ça, on pourra en reparler au fur et à mesure. Pas de questions on passe à la suite, c'est bon pour tous? Alors, le premier mois d'octobre. Donc, c'est le mois de préparation donc, du parcours. Vous allez avoir un certain nombre de choses à faire pour ce mois-ci, qui va être tout d'abord de compléter 2 fichiers Excel afin qu'on puisse paramétrer la plateforme qui va nous permettre d'une part d'envoyer les phishing et d'autre part d'envoyer les supports de sensibilisation numérique. Ces fichiers peuvent être identiques, mais ils peuvent être séparés. La seule chose qu'on va vous demander, c'est de bien respecter les colonnes qui sont prédéfinies. Il ne faudra surtout pas modifier les intitulés. Si vous avez des compléments à y faire, ben, vous les mettrez en fin de tableau, les colonnes ensuite. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, juste, pourquoi ils peuvent être identiques et pourquoi ils peuvent être différents? Ces fichiers-là, donc il y aura un fichier pour adresser les mails de phishing et un autre pour les sensibilisations numériques. Certains vont se dire, je veux sensibiliser de manière privilégiée mon encadrement de structure au phishing parce qu'on estime que c'est eux qui reçoivent le plus de mails. Et donc, on va avoir uniquement les professionnels de l'encadrement. Là où vous allez me dire, eh bien pour les professionnels, on veut tous les sensibiliser de manière numérique. Donc, le fichier de sensibilisation numérique, on va l'adresser à tous. Donc ça, c'est souvent, c'est une des options. Et puis, il y a d'autres structures qui vont dire non, moi, les mails, même sur des adresses génériques, les professionnels en reçoivent et peuvent justement cliquer. Donc, le phishing, comme la sensibilisation numérique, je veux que ce soit les mêmes professionnels. Donc là, les fichiers seront identiques. D'ailleurs, moi, je me permettrai de faire la fusion des fichiers s'ils sont identiques. Je vais tout de suite vous montrer à quoi ressemblent ces fichiers. Vous voyez toujours bien mon écran, ça a bien changé de fichier Excel? Ouais, super, je vois un petit pouce qui se lève, parfait, merci. Donc en fait, vous aurez une colonne ici où vous aurez le mail à mettre. Donc dans les webinaires de candidature, on avait eu beaucoup de questions sur ces mails. Nous, peu importe le mail, que ce soit un @epad, que ce soit un @gmail, que ce soit, peu importe, il nous faut une adresse mail. Ensuite, il faudra nous indiquer le nom et le prénom. Si ce sont des adresses génériques, ça peut très bien être aide-soignant 1, aide-soignant 1, peu importe en fait. Nous, le nom et le prénom, il n'y a pas trop d'intérêt pour nous. C'est surtout pour vous, pour que vous puissiez voir effectivement vos professionnels apparaître. La différence entre la colonne B et la colonne E, donc société et structure. La société, c'est l'entité macro. Donc, si vous faites partie d'un groupement, vous pouvez y mettre la structure mère et dans les structures, vous mettrez les structures secondaires. Si vous êtes organisé par pôle ou par service, la société peut être le nom de votre de votre établissement ou les structures peuvent représenter des services ou des pôles. L'intérêt d'avoir ces 2 échelles, c'est de pouvoir faire des statistiques plus précises. Donc, c'est à vous de voir ce que vous mettrez dans une colonne ou dans une autre. Certains de nos adhérents y mettent la même chose et d'autres font des choses, l'utilisent vraiment pour avoir 2 niveaux de statistiques différentes. Et ensuite, vous y mettez la fonction. Si la colonne fonction, vous ne la souhaitez pas la compléter, c'est pareil, c'est pas grave. Là encore, c'est que pour les stats. Nous, la seule chose dont on a besoin, c'est l'email et la société. Le reste, on n'en a pas besoin. Ça, c'est pour vous ensuite pour faire vos statistiques. Derrière,
colonne à ne pas toucher, donc c'est la colonne G et la colonne H. Ça va nous permettre, nous, de gérer les vagues successives. Vous savez que vous êtes la première vague, mais les autres s'enclencheront dans quelques mois, dans 3 mois et dans 6 mois. Donc, c'est pour vous distinguer vos statistiques. Et puis, la date de l'import, ça, c'est pour moi, pour me retrouver dans les imports que je fais. Donc, voilà le fichier pour le phishing. Et on a exactement le même sur la sensibilisation, à la différence que l'intitulé de la colonne G, c'est sensibilisation et non pas phishing. Est-ce que sur ces fichiers-là, vous avez déjà des questions sur les 2 fichiers, les colonnes? N'hésitez pas à ouvrir vos micros afin que je puisse y répondre dès maintenant. Thierry Olivier, allez-y. Oui, bonjour, merci. Juste une petite précision, parce que chez nous, on a l'association, donc il y a tous les salariés de la structure qui travaillent directement dans la partie métier, mais j'ai aussi des adresses mail associées à des fonctions support qui n'ont pas le même nom de domaine. C'est gênant pour vous ou pas? Non. Je peux associer les deux, c'est pas gênant pour vous. D'accord. Pas du tout. Merci. Là encore, il y a des structures je sais qu'il y a des structures de santé et vous avez répondu pour souvent c'est votre EHPAD. Vous n'êtes pas limité à mettre les professionnels uniquement de votre EHPAD. Vous pouvez aussi mettre les professionnels de l'ensemble de votre entité qui est le CH. Nous, qu'on ait des lignes supplémentaires ou pas, de toute façon, l'envoi, il est automatique. Donc, voilà. Oui, il y a une autre question. Alors, une question de... Moi-même, Madame Leclèche, vous m'entendez? Allez, bonjour oui. tout le monde. Bonjour. Je m'interrogeais sur société et structure. Aujourd'hui, directrice d'un service à domicile, voilà, un organisme gestionnaire de plusieurs services. Est-ce qu'on indique que la structure, Stade du Coron, et vous n'avez pas besoin de connaître les services? Par exemple, service de soins infirmiers, service autonomie des soins, accueil de jour, des choses comme ça. Nous, on a besoin de rien connaître de votre structure. Okay. L'intérêt de pouvoir dissocier ces 2 éléments, c'est derrière, vous pourrez avoir des statistiques différenciées. C'est plus pour vous dans le rendu de résultat. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Hainaut, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. C'est au niveau du 2e fichier que vous nous demandez, au niveau de la sensibilisation. La problématique chez moi, c'est qu'il risque de ne pas ouvrir votre mail, supposant que c'est justement du phishing. Oui. Donc, est-ce que j'aurais aimé ne pas vous transmettre ce fichier et puis par contre récupérer vos documents de sensibilisation et moi les transmettre vers les professionnels? Est-ce que ça, c'est tout à fait réalisable? Il y aura plus de portée si ça part du service informatique que d'une entité externe. La problématique va résider dans les statistiques. En fait, ils recevront, on fera partir qu'un seul mail pour votre structure. Et donc, ils auront le même lien d'accès. Donc, ça veut dire que le premier qui aura fait l'intégralité du parcours aura vu la première page, alors que les autres, quand ils cliqueront sur le mail, arriveront à la fin. Bravo, vous avez réussi à réaliser le parcours. Par contre, vous le verrez juste après, c'est que moi, je vais vous envoyer, dans la feuille de route dont je vous parlais initialement, je vous envoie la capture d'écran et l'adresse mail qui vous envoie le mail. Donc, peut-être que vous pouvez aussi, avant le mois où il y a la sensibilisation numérique, faire un mail en indiquant vous allez recevoir le mois prochain un mail et vous mettrez l'adresse avec pour contenu et vous mettrez le contenu. Il ne s'agit pas d'un phishing, il s'agit bien d'une sensibilisation qui est maîtrisée. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, mais ça induit une autre question, c'est que si je fais ça en amont, ils vont se douter qu'il y a un test de phishing derrière. Dans tous les cas, je peux. Voilà, Okay. moi je vous explique la problématique. La problématique, c'est que vous aurez qu'un seul lien et que du coup, en statistique, si vous voulez,
vous aurez qu'une connexion, alors que derrière, c'est X utilisateurs. Ok, on va se débrouiller. Voilà, c'est plus ça. Après, c'est vous qui voyez. Merci. De rien. Monsieur Gérard, on vous laisse la parole. Oui, juste une petite question. Est-ce que les tests de phishing seront exactement les mêmes, Bérangère, que celles qu'on a déjà eues avec le collectif SI? D'accord, ok, très bien. Non, du tout. Je les ai changés, en fait. Parfait. Effectivement, pour pas vous... Parce que s'ils sont fait avoir une fois, bon, ils vont pas se refaire avoir deux fois. Non. Ils seront différents et les sensibilisations numériques seront également différentes. Très bien, merci. Monsieur Fesselier. Oui, c'était un peu pour rebondir sur la question de Patricia Leclèche et lui donner peut-être, de ce que j'ai cru comprendre, on a plusieurs sites où sont implantées nos associations. Donc, ce qui était proposé, c'est qu'on mette en société, par exemple, SAD du Coron, et qu'après, tu mettes en structure, par exemple, Maelcarré, Calac, ce qui permettrait peut-être en statistique de voir, par exemple, que sur Calac, ils sont plus attentifs à ne pas ouvrir n'importe quel mail, alors que peut-être que sur Maelcarré, il y a moins d'attention. Voilà, moi, ce que j'ai compris de votre intervention. Eh ben, merci beaucoup, c'est effectivement ça. Parfait. Je te remercie, Alain, et parce que moi, je me disais plutôt société SAD du Coron et structure, j'aurais mis les services. Mais oui, tu as raison. Ça peut être les sites géographiques. Ouais, ça peut être les sites géographiques. Ça dépend ce qu'on veut comme stat, en fait. C'est bien ça. Hein. Oui. Voilà. Donc, oui. À voir, il faut faire ses choix et puis en sachant que derrière, c'est selon ce qu'on veut, comme ce qu'on veut observer, quoi. Absolument. Ok. Mais merci, Alain. Madame Rocher. Du coup, pour poursuivre effectivement sur la remarque de Patricia et Alain, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir encore un troisième niveau, c'est-à-dire qu'on aurait effectivement le site SAD du Coron, soit le site géographique Maelcarré et autres, et après le service ou la typologie de professionnels. Pour faire le distinguo entre les admins et effectivement les professionnels qui seraient plus des professionnels de terrain, quoi. Là, il peut y avoir la colonne fonction pour répondre à ça, Christelle. Ok, super. Merci. Ça peut être un moyen d'affiner du coup. Et ensuite, je sais aussi que on a dans le club utilisateur la structure Don Bosco, mais le groupe c'est Solesco ou Soleco ou voilà. Excusez-moi si Eh bien, en fait, on peut mettre dans la société. Vous pouvez aussi très bien mettre le nom de la structure principale et le nom du site. Et dans la société, vous mettez par exemple, Don Bosco avec un lieu, et dans structure, vous mettez vos services. Pour nous, tout ça, c'est pareil. Vous pouvez, dans une même cellule, y mettre deux éléments et vous pourrez les filtrer derrière quand je vous rendrai les résultats par fichier Excel. Après, sur ces questions-là, n'hésitez pas, si vous avez vraiment des difficultés, vous pourrez me recontacter pour répondre à vos questions plus précises afin qu'on puisse avancer après pour tous. Voilà pour les fichiers. Je reprends le PowerPoint. Est-ce que vous le voyez à nouveau bien? Oui, très bien, oui. Merci. Super. Donc, on a vu le premier point. Le deuxième, ça va être de paramétrer les éléments de whitelistage. Les éléments de whitelistage, ce sont en fait des autorisations que vous allez faire parce que si vous ne faites pas ces autorisations, les mails, aussi bien de phishing que de sensibilisation, n'arriveront jamais à vos utilisateurs parce qu'ils risquent d'être bloqués par votre système. Donc, en fait, on vous a créé deux fichiers. Donc, ça, c'est le whitelistage pour la campagne de phishing. Et tous les éléments ici qui figurent en bleu sont des éléments que votre service informatique ou votre infogérance informatique doit impérativement autoriser. Si ce n'est pas le cas, le mail ne pourra pas arriver. Donc, ça, c'est le document pour le phishing et vous avez le même pour la sensibilisation. Donc, tous les éléments en bleu doivent être autorisés. Ça va pour vous ? Ensuite, le dernier point que vous aurez à préparer en octobre, c'est le canal de communication.
ou réfléchir aux canaux de communication des supports libres qu'on va vous fournir. Tous les mois, on va vous adresser 2 supports. Un support fond d'écran ou affiche et un support plutôt vidéo. Il faudra que vous réfléchissiez à la manière dont ces supports, vous allez les diffuser auprès de vos professionnels. Est-ce que c'est effectivement de l'affichage et auquel cas il faudra anticiper de la reprographie? Est-ce que c'est un envoi par mail? Est-ce que vous avez un système d'intranet ou voilà, de réseau sur lequel vous pouvez partager de l'information? Est-ce que vous passerez par votre encadrement? Est-ce que vous ferez, c'est sur le temps du midi que vous créerez des ateliers? En tout cas, il faudra que vous réfléchissiez à la manière dont vous allez pouvoir diffuser ces supports de communication. Ce n'est pas effectivement quand ils vont arriver, ces supports, qu'il faudra se poser la question parce que les mois vont s'enchaîner et les contenus vont s'enchaîner rapidement. Voilà pour ce point. Et puis, on va, avec Lionel, vous proposer un Framadate, un lien de sondage pour que vous puissiez vous inscrire aux sensibilisations présentielles. Effectivement, il y aura les sensibilisations présentielles qui pourront être faites en janvier et en mars. Et afin qu'on ne soit pas à la dernière minute à caler notre intervention dans vos structures, on vous fournira en fait un sondage et vous pourrez vous inscrire afin qu'on puisse intervenir et un petit peu organiser les emplois du temps de tous. Donc, dès le mois d'octobre, on va revenir avec ce sondage et vous pourrez vous inscrire. Ça facilitera nos échanges. Est-ce que c'est clair pour ce mois d'octobre et cette préparation du mois d'octobre? Oui, je reviens juste sur les canaux de communication. N'hésitez pas à en utiliser plusieurs. Hein. Typiquement, une info sur votre intranet, de la distribution de supports papier, par exemple, au niveau des services. Le but, c'est vraiment de sensibiliser le plus possible d'utilisateurs au sein de vos structures. Ça peut même être si vous avez un self ou des salles de pause, les afficher à ces lieux-là. Enfin, voilà. Oui, Guillaume. Oui, juste une petite question concernant la sensibilisation en présentiel. C'est quoi la durée moyenne de votre intervention et est-ce que ça peut se faire lors d'un CODIR? Alors nous, on a des réunions qui sont à peu près bimensuelles de CODIR restreints avec les directeurs de pôle et les responsables de notre pôle ressources. Ça pourrait être un moment intéressant, mais c'est quoi la durée à peu près de votre intervention? 1h30. Et oui, le format que tu évoques, il est possible. On peut le faire effectivement dans des CODIR élargis. On l'a eu fait dans d'autres structures, dans des assemblées, une assemblée générale. Voilà, ça, les formats, on s'adapte. Et donc c'est janvier ou mars, quoi? Idéalement, oui, mais après, effectivement, hein, vous allez être 20 structures. Donc, s'il y a une date sur le mois de décembre et si ça passe encore dans nos agendas, voilà, si c'est février, enfin, on a posé des mois, on vous proposera des dates. On a quand même 20 structures à passer, donc voilà. Et après, si vous avez une date bien spécifique, un événement un peu significatif à un autre mois, on peut voir si ça répond dans nos agendas. Merci beaucoup. J'ai vu une main levée, mais qui s'est rabaissée. Oui, c'était la mienne, mais parce que vous avez répondu à la question, je vais vous demander jusqu'à combien de personnes. Vous avez dit que le format était adaptable, donc j'ai eu la réponse. Monsieur Benoît? Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Oui, non, on avait une petite question. Attendez, j'attends juste, je m'entends en écho, c'est parfait, c'est un peu compliqué. Tu peux couper le son ou pas, Romain? S'il te plaît. Hop, j'arrive. Ok, oui, pardon. Je reviens sur les fichiers Excel. On disait qu'il fallait envoyer une liste de tous les salariés qu'on a, mais est-ce que ce fichier Excel, on vous le renvoie au cours de l'année? Je pense notamment aux professionnels qui arrivera en cours de route et qui, du coup, ne recevraient pas les kits de sensibilisation. Et l'inverse aussi, du coup, pour les personnes qui quitteraient nous, l'association, est-ce que, du coup, on vous envoie une petite mise à jour de temps en temps
Oui, c'est idéal. Et dans ces cas-là, bien m'identifier les ajouts ou les suppressions. Ok. Donc on peut se dire par exemple une fois par tous les 3 mois, tous les trimestres, on renvoie et on met en fluo les nouvelles. Super. Ok, Barré fluo et puis ouais. fluo pour les nouveaux, par exemple. Ok, Très bien, ça marche. merci. Mais du coup, on renvoie aussi, pardon, ceux qui n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'on ne renvoie pas juste une bribe de documents quoi, avec C'est juste les comme vous voulez. modifications. Souvent, en fait, vous faites votre export de l'annuaire de votre AD. Donc, souvent, ils réapparaissent tous. C'est pour ça que je vous demande de stabiloter. Si jamais vous pouvez m'extraire que les ajouts et les suppressions, c'est encore plus simple pour moi. Ok, ça marche, très bien. Merci. Merci. Oui, madame, allez-y. J'ai une petite question, moi, sur la sensibilisation en présentiel. Quand on a plusieurs sites géographiques, est-ce que potentiellement vous venez sur les différents sites géographiques ou il faut qu'on regroupe nos professionnels? Alors, idéalement, c'est regroupé parce qu'il y a déjà 20 structures et il y a les vagues successives qui vont arriver, donc 60 au total. Donc, dans l'idéal, effectivement, les regrouper. Et si on regroupe, par exemple, sur un après-midi, se dire 1 heure sur un site, 1 heure sur l'autre site? On à étudier. Ouais, à étudier. Je ne peux pas Ok. vous dire oui ou non. On n'a tellement pas trop de visibilité sur la quantité que ça va représenter. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous soumettre et puis on vous répondra au cas par cas. Ok, merci. Voilà donc pour le mois d'octobre. Donc ça va aller très très vite parce qu'on est déjà le 6. Je vous enverrai tous les éléments demain par mail. Pour le mois de novembre, c'est le mois donc du premier phishing. La semaine, la semaine d'envoi, donc ça, le mail partira le mercredi 12 novembre et on arrêtera le décompte des clics le mercredi 19 novembre. Donc vos professionnels, à partir du fichier que vous m'aurez envoyé en octobre, recevront le mail de phishing. Ce qui va être intéressant sans doute pour vous là, c'est de pouvoir recenser d'une part les professionnels qui vous auront appelé en disant « j'ai un doute sur le mail, qu'est-ce que je dois faire ?» Parce que ça, c'est une bonne pratique, mais aussi recenser ceux qui reviendront vers vous en disant « j'ai cliqué sur le mail et je me suis fait avoir ». Parce que là aussi, c'est une bonne pratique. Effectivement, quand on s'est fait piéger dans le cadre d'un phishing, d'alerter la direction ou le service informatique permet quand même de couper et d'intervenir et d'être plus attentif éventuellement en cas d'attaque. Donc, ces deux éléments-là seront à recenser durant la semaine de phishing. Vous, de votre côté, vous n'avez rien à faire sur cette semaine-là. Vous aurez juste le 21 novembre la réception d'un message automatique de résultat de votre campagne qui va arriver. Et puis, on vous aura fourni un PowerPoint de sensibilisation où vous aurez du report de vos pourcentages qui sont issus du rapport de résultats à transverser dans le PowerPoint de sensibilisation. Et là, l'idée, donc à partir du 22 novembre, vous pourrez soit l'envoyer par mail, soit organiser dès maintenant une réunion auprès de votre encadrement et ou professionnel pour leur partager et leur décrypter ce phishing, ce à quoi il fallait faire attention, ce qui pouvait alerter le professionnel, mais aussi les bonnes pratiques associées. Sachant que pour tous les professionnels de votre structure qui se seront fait piéger, il y a ce qu'on appelle une landing page, une page d'information qui vient déjà lui expliquer ce qu'il fallait décrypter. Mais on se rend compte que la plupart du temps, quand ils voient en gros, vous vous êtes fait ficher, hop, ils ferment tout et ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on vous propose le PowerPoint, parce que dans le PowerPoint, on revient réexpliquer l'ensemble. Puis pour ceux qui n'auront pas cliqué, eh bien, ils seront aussi sensibilisés. Ou ceux même qui n'auront pas du tout vu,
le mail. Donc voilà pour le mois de novembre. La seule chose que vous avez à faire, c'est à partir du 21 novembre de réceptionner vos résultats et de compléter le PowerPoint, puis de le diffuser en interne. Des questions? Non, je continue. Ah, oui, une petite question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Oui, je voulais juste savoir, le mail de phishing, est-ce qu'il est possible de casser le lien vers la fiche justement de sensibilisation si nous, on a pour but qu'il clique, mais il ne soit pas conscient que c'était un mail, on va dire, à titre pédagogique, et quitte à ce que nous, on prenne les retours au niveau du service informatique. Parce que nous, ce qu'on craint, c'est que du moment qu'il y en a un qui va voir la fiche pédagogique après avoir cliqué, il diffuse l'information en interne et que ça fausse un peu justement le comportement des autres utilisateurs. Alors, vraiment... oui. On ne peut pas parce que c'est soit on le fait pour tous ou on ne le fait pas. Donc, on fait toujours le choix d'informer. Par contre, dans la landing page, on indique qu'ils deviennent notre complice. C'est-à-dire, ne diffusez pas, laissez vos collègues, voilà. C'est le petit mot qu'on fait, mais non, vous ne pourrez pas couper cette page-là. D'accord, ok. Je continue sur le mois de décembre. Donc, décembre, ça sera la première campagne de sensibilisation numérique. Cette campagne sera sur le thème du mot de passe. Donc, le 1er décembre, vos professionnels recevront un mail leur indiquant qu'ils ont une sensibilisation numérique donc sur le thème du mot de passe. Là, l'enjeu, on l'en a déjà échangé tout à l'heure, c'est que vos professionnels ne considèrent pas que c'est un phishing. Donc, dans la feuille de route, c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de venir dessus. Là, je vous présente celle du parcours cyberdiagnostic. Vous voyez, vous êtes la vague 1, on vous réexplique un peu l'objectif de tout ça. On vous remet le parcours, on remet les contacts. On vous reprécise tout ce que je viens de vous expliquer sur le mois d'octobre avec les éléments que vous avez à faire. Donc, ça, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Sur le mois de novembre, pareil. Et voilà le mois de décembre. Vous retrouvez ici, en fait, l'adresse mail. Donc, ça, c'est l'expéditeur du mail. Ça sera isanté-bretagne@sensibilisation.fr. Donc, vous pourrez, dès fin novembre, dire à vos professionnels qu'ils recevront un mail de isanté-bretagne@sensibilisation.fr et que c'est un mail qui est autorisé, dont le contenu est le suivant. Donc, ils recevront sur les 3 mois de sensibilisation numérique exactement cette page-là, sauf qu'à côté, ça sera sensibilisation 1/3 ou 2/3 ou 3/3 avec le thème mot de passe, environnement de travail ou phishing. Et donc ça, vous pouvez, dès la fin novembre, informer vos professionnels pour pas qu'ils considèrent qu'il s'agit d'un phishing. Est-ce que ça répond déjà à la question qu'on a eue tout à l'heure? Non? Oui, peut-être. N'hésitez pas. La petite astuce ici, c'est pour un bon taux de participation, il faut informer plus vos professionnels. D'une part, qu'il ne s'agit pas d'un mail de phishing et d'autre part, il faut vraiment les accompagner à aller dessus. Pour les adhérents qui ont des très bons taux de retour, les adhérents se sont beaucoup appuyés sur l'encadrement et sur des temps de réunion de service, de temps de pause, de temps de midi, de temps conviviaux. Ils insistent vraiment, ils demandent vraiment à leurs professionnels de regarder. Ça peut être fait ensemble, hein, même sur des comptes génériques, c'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment d'y aller. On peut y aller une fois ou plusieurs fois d'ailleurs. Et c'est vraiment en accompagnant que les taux de retour et de participation sont bons. Une fois la campagne, donc, qui va durer tout le mois, va se dérouler, le 2 janvier, vous réceptionnerez, comme vous l'avez eu pour le phishing, un fichier récapitulant vos taux de connexion. Donc, comme ça, vous aurez le taux de participation, sachant que là, il y a un biais. Si vous avez des adresses génériques, eh bien, et que l'adresse a été utilisée une fois pour voir la campagne, bah, ça comptera pour 1, même si derrière, 10 professionnels, à partir du mail générique, ont cliqué.
pour le rapport, ça sera que 1. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la sensibilisation numérique. Est-ce que on est au clair par rapport à ça? Il y avait une question, Bérangère, c'était Madame Godefroy qui demandait si il y aura au fil de l'eau des rappels des dates à venir. Oui, bien sûr. Et puis alors, tous avec les les rappels actions de à dates, réaliser. Ouais. regardez, je vais reprendre le temps du coup de vous remontrer dès maintenant. Donc ça, c'est celui de la du cyberdiag, mais vous avez exactement le même pour ceux qui sont engagés dans un parcours exercice de crise. Donc là, on vous remet que le cyberdiagnostic ou l'exercice de crise est à faire au plus tard pour le mois de juin. Vous retrouvez donc le parcours. Et puis là, vous voyez sur le mois d'octobre, donc on est le 6, c'est le webinaire de lancement. Et là, vous retrouvez les dates. Donc pour le 31/10 au plus tard, vous avez à compléter les fichiers phishing et sensibilisation, etc. On vous explique un petit peu. Ça, c'est exactement l'explication que je viens de vous faire. L'intérêt d'avoir des fichiers identiques ou séparés. On vous rappelle que vous avez aussi pour le 31 octobre les éléments de whitelistage et aussi à définir vos canaux de communication. Ouais, je pense que la question, c'était justement, est-ce que, outre ce document, il y aura des rappels, des mails, etc., avec les actions à réaliser? Alors, dans tous les cas, oui, parce que moi, tous les mois, je vous enverrai pour le mois suivant les supports de communication. Et donc, je vous rappellerai les échéances du mois suivant. Okay. Mais dans tous les cas, dans le fichier là, vous les avez. Regardez, campagne de phishing, vous retrouvez les dates qui sont sur le support et la date ici. Mais moi, tous les mois, comme ici, il y a les supports de communication libres avec les images et la vidéo, moi, je vous renverrai un mail toutes les fins de mois pour le mois suivant. Est-ce que ça répond à la personne qui avait questionné ? Oui, tout à fait. Oui, sans doute. Donc voilà pour le mois de décembre. Pour le mois de janvier, c'est la sensibilisation en présentiel. Donc, on l'a déjà évoqué parce qu'on a déjà eu des questions. Donc, Lionel et moi viendrons pendant 1h30 auprès de vos professionnels pour évoquer deux sujets. Déjà, c'est comprendre les menaces et les risques en matière de cybersécurité, puis d'adopter les réflexes essentiels. Par rapport à ça, la présentation est ponctuée d'un petit questionnaire qu'on fait sur WooClap. Donc, leurs professionnels peuvent venir avec leur téléphone portable, scanner un petit QR code et pourront répondre en ligne à un petit questionnaire. L'idée, c'est que ce ne soit pas 1h30 assis à voir des slides qui défilent, mais c'est aussi pouvoir interagir. Et puis, on s'imagine qu'effectivement, ils retiennent plus les choses s'ils participent. Dans le format, tout à l'heure, on y a répondu. Ça peut être lors d'un CODIR élargi, mais ça peut être aussi lors d'une assemblée générale. Moi, je suis déjà intervenue, c'était à l'ADAPEL Noël dans le 22, là, à une assemblée générale où on avait des accompagnés et leurs familles qui étaient également présents. Voilà, donc ça dure 1h30 et puis sur le format, on s'adapte. Faut juste prévoir la salle adaptée si vous êtes 150. Voilà, c'est tout. Donc, on vous enverra le Framadate pour que on puisse être bien disponible. Des questions par rapport à cette sensibilisation présentielle? Il y avait déjà répondu à quelques-unes tout à l'heure. Non. Rien de plus. Mois de février, c'est la deuxième campagne de sensibilisation numérique. Cette fois-ci, c'est sur le thème du phishing. Donc, ça sera un cherche-et-trouve. En fait, ils auront un mail et ils devront effectivement retrouver les éléments qui leur font dire que c'est un phishing. Sachant que là, on devrait avoir de bons taux puisque grâce au PowerPoint qu'on vous fournit
sur le mois de novembre qui va permettre de sensibiliser vos professionnels avec le rappel de bonnes pratiques, eh bien, en principe, sur comment dirais-je, sur cette campagne de sensibilisation numérique, ils auront déjà appris à être un peu plus attentifs et on devrait avoir un bon taux de réponse. Là encore, hein, ça reste une sensibilisation numérique, donc si c'est pas accompagné, si les professionnels sont pas sensibilisés au fait d'y aller, ben ils iront pas. Donc le 2 février, les professionnels reçoivent un mail et ils auront jusque fin février pour réaliser donc ce chercher trouve et vous recevrez le 4 mars les résultats pour votre structure. Sur ce mois-là, les supports de sensibilisation sont bien sûr sur le phishing pour essayer d'être au maximum en adéquation avec le thème de sensibilisation. Sur le mois de mars, ça sera à nouveau la sensibilisation en présentiel. Elle est bien sûr à faire qu'une seule fois. Donc, si vous l'avez réalisée avant le mois de mars, sur le mois de janvier, eh bien, il n'y a pas besoin, vous n'aurez rien à faire sur le mois de mars, hormis de diffuser les supports de sensibilisation qui seront sur l'importance de laisser les mises à jour de son PC se faire et de réaliser les sauvegardes. Sur le mois d'avril, la 3e et dernière campagne de sensibilisation numérique sur le thème de l'environnement numérique. Donc, c'est le Wi-Fi public et puis la séparation des usages pro et perso. Là, toujours, 1er avril, ils reçoivent le mail. Ils auront jusqu'au fin avril pour réaliser la sensibilisation et vous recevrez le 4 mai vos statistiques de participation. Sur ce mois-là, effectivement, des supports de sensibilisation sur la séparation des usages pro et perso et une petite vidéo également sur la sécurité des appareils mobiles. Et enfin, au mois de mai, la dernière action de notre part qui est la 2e campagne de phishing. Elle aura lieu donc du 5 au 12 mai. Ici, ça sera sur le thème du OneDrive. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le premier phishing, c'est sur le thème de la sécurité incendie. Donc, pendant une semaine, on laisse les professionnels recevoir le mail et cliquer ou pas, ou vous alerter. Et vous recevrez le 15 mai vos résultats. Et là encore, vous aurez un PowerPoint qui vous sera envoyé pour que vous puissiez sensibiliser vos professionnels aux résultats. Et là, on espère que si le périmètre de phishing de professionnels entre le T0 et le T1 est le même, vous devriez avoir un meilleur taux puisqu'effectivement, ils auront été accompagnés, sensibilisés pendant plusieurs mois et donc leur œil sera un peu plus aguerri par rapport à tout ça. Et sur ce mois-là, on fera la diffusion de 2 supports de sensibilisation sur le nomadisme et puis un qui récapitule tout ce qu'on aura un peu vu sur le thème de la cigale et la fourmi. On vous l'a déjà dit lors des webinaires de candidature, mais les supports seront un peu décalés, des vidéos aussi un peu humoristiques. L'idée, c'est aussi de pouvoir sensibiliser voilà, de manière un peu plus ludique et décalée. Voilà pour le tronc commun. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des zones d'ombre sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on réponde? Ça a l'air d'aller. Oui, Ouais, allez-y. juste une question, c'était notamment sur le mois de mai, puisque là, on est sur une période où on a quelques ponts. On saura si des salariés n'ont pas ouvert le mail ou s'il n'a pas été délivré. Par exemple, s'ils sont absents, s'il y a un message d'absence. Non. Non. En fait, ils sont noyés dans non cliqué. OK. Alors, vous avez vu, à chaque fois, les phishing, je les mets sur une semaine
et je les ai toujours mis soit du mercredi au mercredi suivant, soit du mardi au mardi suivant, en me disant que si il y a des vacances, en tout cas une semaine, à son retour, la semaine suivante, on peut encore être à cliquer. Voilà. Après, effectivement, avec le pont du mois de mai, là, on aura le 8 mai dans notre semaine de phishing, mais voilà. Ouais. Je vois monsieur qui fait comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça a l'air d'aller. Alors, je vais pouvoir vous parler. Ah oui, monsieur Benoît. Oui, une petite question concernant la sensibilisation en présentiel. Oui. On se posait la question, parce que c'est vrai qu'une heure et demie, nous en fait, par exemple, on a une cérémonie des vœux en début d'année où là on a vraiment tous les professionnels. Oui. Mais c'est un moment où donc qui serait propice quoi à la sensibilisation Oui. faite par vous. Mais en fait, c'est une cérémonie qui dure 1 heure et demie. Ah oui. Du coup, on disait, est-ce que le format d'1 heure et demie il est incompressible ou est-ce qu'on peut faire un peu un gros condensé intense en 30-45 minutes? C'est sûr que là, l'avantage, c'est quand même d'avoir tous vos professionnels. Lionel, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je ne sais pas en fait si, justement par rapport à ce que vous précisiez, je ne sais pas si une cérémonie des vœux, c'est vraiment le bon moment en fait. Parce qu'effectivement, il y a tout le monde. Après, je ne sais pas si tout le monde est disponible, on va dire, intellectuellement. Une cérémonie des vœux, c'est pas forcément, c'est plutôt un moment finalement qui peut être convivial. C'est pas forcément une session de sensibilisation à la cybersécurité en présentiel. Ouais, on s'est fait la même remarque. Ouais, et pour moi, ça me paraît un peu compliqué. Je sais pas si après, pourquoi pas, hein, mais je sais Oui, pas ouais. si justement tous les participants seront vraiment, on va dire, cérébralement présents. Si on leur promet une galette après, ils seront au taquet. Ouais, non, justement, c'est là où je voulais en venir. C'est effectivement, c'est peut-être plus un moment convivial. Et je sais pas si c'est le bon moment pour les embêter, enfin, entre guillemets, avec de la sensibilisation à la cybersécurité. Ou peut-être mieux un moment justement dédié à ça. C'est une vraie séance de travail en fait. Hein. Et vous verrez, ça demande quand même d'être présent. Donc c'est compliqué de diviser par deux le temps qu'on a imparti pour cette séance. Ouais. Ok, non, ça marche très bien. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je vous propose du coup qu'on passe maintenant aux réalisations proprement dit, donc soit de l'exercice de crise, soit donc du cyberdiagnostic. On va commencer par donc pour les 10 engagés dans l'exercice de crise. Donc vous avez donc entre novembre et puis fin juin pour réaliser cet exercice. L'attendu, c'est d'avoir réalisé donc un exercice de crise cyber avec un prestataire, soit sur la base du kit ANS V1, soit sur la base du kit ANS V2. Les éléments justificatifs attendus, c'est le rapport de réalisation de l'exercice par le prestataire, le bon de commande et la facture du prestataire. Par rapport aux exercices, on vous l'a déjà à plusieurs reprises évoqué lors des webinaires précédents.
L'exercice, il peut être simple, c'est-à-dire avec une seule cellule de crise, soit plusieurs cellules de crise, en fonction du périmètre que vous souhaitez y mettre. En fonction de si vous êtes sur plusieurs sites, si vous avez un service informatique que vous souhaitez faire jouer, etc., etc. Ça, pour le coup, on n'a pas d'attendu sur le périmètre. À minima, c'est une cellule de crise, mais ensuite, si vous voyez les choses plus grands, ben, voilà, ça c'est de votre libre choix. Une chose est sûre, c'est qu'il nous faudra donc le rapport de réalisation de l'exercice, le bon de commande et la facture du prestataire. Pour tous ceux, donc les 10 qui souhaitent donc participer à l'exercice de crise, pour tous ceux qui sont adhérents, j'aurai la possibilité de vous faire parvenir le catalogue de prestataires sur lequel nous avons, au niveau donc du groupement, fait déjà un appel d'offres et donc il y a des prix négociés. Les catalogues sont en cours de révision, donc ils arriveront peut-être un peu, enfin, je ne peux pas vous les fournir pour demain, ils sont encore en cours de révision. J'espère pouvoir vous les faire parvenir d'ici 10-15 jours, mais vous pouvez dès à présent prendre contact avec eux en leur disant que vous êtes adhérent au groupement. Il s'agit donc des 3 structures dont le nom apparaît. Donc il y a PwC Chrysalide, Orange Cyberdéfense et Alsiconi. N'hésitez pas à les solliciter, leur expliquer le périmètre. Eux vous accompagneront dans effectivement le plus juste niveau sur lequel vous voulez aller. Si vous voulez ou pas des adaptations de scénarios et donc de chronogrammes, quels sont aussi vos objectifs à atteindre. L'idée, c'est de quand même, si c'est votre premier exercice, de ne pas être trop ambitieux. Si c'est votre premier exercice, déjà de se mettre en mode crise, à poser les rôles de chacun dans une cellule de crise et à se confronter un peu à aux particularités de la cybercrise, c'est déjà bien, ça ne sert à rien de vouloir faire monts et merveilles. Voilà. Et ça, les prestataires savent vous accompagner par rapport à ça. Si vous souhaitez faire appel à d'autres prestataires, ben, là encore, vous êtes libre de le faire. Dans tous les cas, tous les documents ici qu'on a listés devront être envoyés à Lionel au plus tard pour fin juillet 2026 afin derrière de pouvoir débloquer donc, la subvention à hauteur de 5 000 € pour l'exercice de crise. Est-ce que vous c'est avez... complètement ça. Voilà. Pour faire un petit rappel calendaire, finalement, vous avez jusqu'à fin juin pour réaliser l'exercice et tout le parcours cyber, et jusqu'à fin juillet pour me transmettre les 3 éléments justificatifs qui sont attendus. Donc, ces 3 éléments, ils seront également notés dans la convention. Et donc, soyez, dès aujourd'hui, commencez à vous renseigner effectivement sur les prestataires vers qui vous allez vous tourner pour vous accompagner sur la réalisation de l'exercice de gestion de crise, parce que déjà vous êtes 10 et c'est mieux de ne pas avoir à réaliser l'exercice de crise vers la fin du parcours, typiquement juin. Sachez que les prestataires en général mettent facilement 1 mois à vous donner tous les documents justificatifs, notamment le rapport de réalisation de l'exercice. Donc si vous le réalisez fin juin, ça risque d'être tendu pour l'avoir fin juillet. Du coup, soyez vigilants sur ça, et il n'y a pas forcément de... comment dire il nous faut vraiment ces 3 documents, en fait. Il n'y a pas vraiment d'habilitation pour faire autrement.
Et les dates ne sont pas forcément très extensibles non plus. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ces documents et aux dates auxquelles vous allez nous les transmettre. Sur l'exercice de crise, je rajouterais que peut-être pour les structures qui n'ont jamais réalisé d'exercice de crise, une cellule de crise, c'est déjà bien. C'est vraiment pour les structures qui sont un peu habituées à réaliser plusieurs cellules de crise, mais commencer par le commencement, j'ai envie de dire. Une cellule de crise, c'est déjà bien si vous êtes débutant sur ce type d'exercice. Madame Leclerc, il y a une question, je crois. Oui, c'est Madame Leclèche. Pardon. Fait, dans la réponse à la candidature à l'AMI, on Oui. devait indiquer, me semble-t-il, le mois de réalisation de cette crise cyber. Oui. Je sais que j'ai renseigné, il me semble, novembre. C'est une date qu'on peut tout à fait changer, j'imagine. Complètement. Ok. Mais voilà, je reviens sur la préco. Au niveau de la réalisation de cet exercice, je vous déconseille de le réaliser en juin. Essayez de le réaliser au plus tard fin mai, mais parce qu'après, ça va être tendu niveau timing. Pour répondre aux questions, le kit ANS, donc c'est le kit qui est proposé par l'Agence du numérique en santé. Ils correspondent pas à une norme de test, mais en fait, ils ont fait appel, l'Agence du numérique en santé a fait appel à notamment un prestataire de simulation d'exercice de crise. Donc le contenu, on sait qu'effectivement, il est approprié à à des structures de santé médico-sociale, enfin santé au sens large du terme. C'est pour ça qu'on préconise de s'appuyer sur ces kits-là. Et les coordonnées plus précises, oui, j'ai des coordonnées plus précises et elles figurent dans la feuille de route. Donc pour ceux qui auront la feuille de route exercice de crise, vous aurez des coordonnées plus précises. Est-ce que pour tous ceux, les 10 qui ont à réaliser cet exercice de crise, c'est clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pourriez donner le nom des personnes qui sont inscrites dans les 10, s'il vous plaît? Oui. Donc, sur l'exercice de crise cyber, on a l'association Kergus, l'association Gabriel Des, le service à domicile du Coron, l'association Ampère, le groupement des 2 abbayes, l'ADAPT, la maison de Montcontour, le centre hospitalier de La Roche-au-Fay avec sa structure médico-sociale, l'ASSAD Argot et l'EHPAD Timembro. Et sur le cyberdiag, on a l'association Sauvegarde 56, la fédération ADMR Ille-et-Vilaine, l'association La Résidence du Connétable, l'AMICEP, l'ADAPI Les Noëls en Côte d'Armor, les Papillons Blancs du Finistère, la Maison de Clochette, le centre hospitalier de Vitré avec sa structure médico-sociale, Altigo et l'EHPAD La Loisance. Oui, Christelle. Alors, de la connaissance que j'ai, puisque c'est un de nos adhérents, je pense qu'il y a une erreur de groupe pour le connétable. J'imagine qu'il n'y a pas moyen de faire chemin arrière. Ah non, là je suis désolé, s'ils se sont trompés, là ils sont sur le cyberdiag. Mais ouais, et c'était pas du tout ce qu'ils voulaient faire, et ce qu'ils devaient faire, c'était la crise cyber. Ouais, mais ils se sont inscrits sur le cyberdiag. Je sais, mais je les ai eus pourtant, j'ai eu la direction ce matin au téléphone qui m'a confirmé que c'était bien sur la crise cyber et je pense qu'il y a eu un petit loupé. Alors, ouais, je pense aussi parce que moi les fichiers que j'ai là,
C'est directement une extraction de démarche simplifiée. Ouais. On en échange après? Ok, merci. Après, c'est juste une question de compréhension. La différence entre le kit ANS V1 et le V2, c'est qui fait le choix? C'est le prestataire ou c'est nous? Alors en fait, vous pourrez en discuter avec le prestataire. Dans le V2, la particularité, c'est qu'il y a eu une déclinaison, notamment pour les structures médico-sociales, alors que le V1, il n'y a pas. Et que sur le V2, vous pouvez sélectionner des objectifs et qu'il y a plusieurs scénarios possibles, alors que sur le 1, c'est une cyberattaque par clé USB. Sachant que si c'est votre premier, le V1 est déjà très bien en fait. Il faudra voir avec les prestataires s'ils appliquent une différence de coût. Voilà. Mais si c'est votre premier et qu'il y a une différence de coût et que vous souhaitez déjà, le V1 correspond, hein, l'année dernière, il y a 32 structures qui ont fait le V1 et ça n'a pas posé du tout de soucis. Les retours d'expérience que vous avez pu avoir lors des webinaires précédents, ils étaient tous faits sur le kit V1 puisque les kits V2 sont sortis fin du printemps. D'accord, merci. Après, ces kits, c'est vraiment une base qui vous permet d'adapter l'exercice. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de le suivre au pied de la lettre. Mais voilà, c'est bien de se poser, de prendre comme référence ces kits-là et de les travailler avec votre prestataire, sachant que votre prestataire vous demandera sûrement de mettre à jour en fonction de votre établissement, vos manières de fonctionner, les stimuli qui seront diffusés lors de l'exercice de gestion de crise. Voilà, on a dans la conversation Magali Godefroy qui dit « Nous avons fait un exercice l'année dernière et le prestataire s'est adapté à nous ». Merci pour votre retour. Donc voilà pour la réalisation de l'exercice de crise. Michael Benoît vient de nous rejoindre, notre partenaire du pôle d'excellence cyber. Avant de lui laisser la parole, donc vous avez exactement sur la même période, donc de novembre à fin juin 2026, la réalisation d'un cyberdiagnostic à réaliser. Il s'agit donc de réaliser ce cyberdiagnostic par rapport à 2 outils. Un premier, ça sera un audit de NIS 2 si jamais NIS 2 sort, ou à défaut de l'ISO 27001, et aussi de réaliser au moins un audit d'exposition sur Internet. Ça, c'est le contenu, l'attendu du cyberdiagnostic. Donc, vous aurez un prestataire à chercher qui vous fait à minima ces 2 éléments-là. En élément justificatif attendu, c'est le rapport du cyberdiagnostic. Et puis, comme pour l'exercice de crise, le bon de commande et la facture du prestataire. Et comme je le disais, effectivement, nous avons au niveau du groupement un partenaire qui est le pôle d'excellence cyber. Vous avez ici le contact. Donc, pour tous ceux qui voudraient réaliser le cyberdiagnostic avec le pôle d'excellence cyber, je vous ai mis ici l'adresse du contact. Et puis, je remercie Michael de nous avoir rejoints et qui va vous présenter l'offre du pôle d'excellence cyber. Je ne sais pas si tu m'entends, Michael. Bonjour, Michael. Bonjour, ouais, je vous entends très bien. Je rajouterai juste une précision. Sachez que pour les établissements qui se sont inscrits, qui candidatent à l'exercice de gestion de crise cyber, il y a effectivement l'offre du GCS avec 3 prestataires qui ont été retenus. Ces 3 prestataires, ils sont, tu me diras Bérangère si je me trompe, ils sont malheureusement réservés uniquement aux adhérents du GCS. Ce n'est pas le cas pour le pôle d'excellence cyber. Pour le cyberdiagnostic, toutes les structures, adhérentes ou non au GCS,
pour le cyberdiagnostic, peuvent complètement se tourner vers le pôle d'excellence cyber qui sera en mesure de vous accompagner de la meilleure manière qui soit sur la réalisation du cyberdiag. Effectivement, alors vous pourrez toujours solliciter, que vous soyez ou non adhérent, vous pouvez toujours solliciter donc les 3 prestataires pour l'exercice de crise. Par contre, effectivement, l'application des prix négociés ne se fera que pour ceux qui sont adhérents. Voilà. Après, il est encore temps de devenir adhérent, hein, Bérangère. Oui, absolument. Il est encore temps de devenir adhérent. Dans la feuille de route, d'ailleurs, je l'ai bien précisé. Pour ceux, donc j'ai regardé, il y en a qui ne le sont pas, il y en a où c'est en cours, d'autres le sont. Donc voilà, vous pouvez toujours adhérer ou vous renseigner, prendre des contacts pour savoir le coût de l'adhésion au groupement. Ça n'engage en rien. Voilà, il y aura, je vous ai mis dans la feuille de route le contact. N'hésitez pas. C'est toujours possible. Et peu importe, même si votre adhésion est en cours, le temps que le processus administratif se fasse, vous pouvez toujours appeler les prestataires en leur disant voilà, que votre adhésion est en cours. Dans ces cas-là, voilà, revenez vers moi pour qu'on puisse aussi alerter les prestataires. Michael, je te laisse la parole pour présenter l'offre du pôle d'excellence cyber sur le cyberdiag. Parfait. Je t'ai nommé présentateur, donc normalement tu dois pouvoir présenter. Diffuser les slides. Voilà. Ça marche. Hop, et normalement, on voit mon écran. C'est Juste parfait. avant que ça commence, pour ceux qui ne sont pas dans le cyberdiag, on doit assister également ou on peut être dispensé? Vous pouvez être dispensé. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel, à la fin de la... Non, parce que j'aurai l'occasion, mais dans un autre cadre, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à la fin de la visio où il faut qu'on soit de nouveau présent ou c'est terminé pour nous? Non, c'est terminé. Je vous envoie à tous dès demain le mail avec les premiers supports et on attend vos fichiers et autres d'ici la fin du mois. À la moindre question, au moindre doute, n'hésitez pas à nous appeler, hein, Lionel et ou moi téléphoniquement et par mail à tous les deux. Voilà. Bon onboarding, comme on dirait. Et puis, bonne suite. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Michael, on t'écoute. C'est parti. Eh ben, merci et bonjour à tous. Alors du coup, je me présente rapidement. Michael Benoît. Donc moi, je suis chef de projet cybersécurité au pôle d'excellence Bretagne. Le pôle d'excellence cyber qui est sous l'égide de la région Bretagne et du ministère des Armées, et on est l'équipe CECOPS. Donc là, vous voyez un peu l'équipe qui est en place. Et donc nous, on est sur un programme européen qui s'appelle EDIH Bretagne. Ça fait beaucoup de bretons, mais il y en a de partout. Qui veut dire European Digital Innovation Hub. Et en fait, c'est un programme qui permet de subventionner à 50% des prestations, dont nous, un diagnostic de cybersécurité. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail vers la fin. Et je vais d'abord vous faire une passe sur toute la partie diagnostic et autres. Pour remettre un peu dans le contexte, le pôle d'excellence cyber, c'est une association qui a 14 ans. Et comme Bérangère l'a dit juste avant, donc on est bientôt, dans quelques semaines, partenaire officiel avec, voilà, conventionné. Pour vous donner un peu une roadmap sur c'est quoi le cyberdiagnostic, grosso modo, nous, on a un diagnostic qui permet de faire une partie cybersécurité, une expertise de votre SI et surtout, c'est pas de vous restituer juste des documents et après vous laisser avec un résultat, mais de vous suivre pendant 12 mois pour vous aider à améliorer et continuer le développement de votre maturité en cybersécurité. Donc, dans un premier temps, comme ça a été dit juste avant, nous, on fait ce qu'on appelle de l'ISO 27001, NIS 2, mais aussi on se base sur le guide de l'hygiène de l'ANSSI et un RMCF de la DGA, parce que notre petit ADN, ministère des Armées, fait qu'on a un référentiel de la direction des armées et qui fait qu'on a quelques petites questions qui sont en lien.
On a avec ça un scan de vulnérabilité. Donc, quand on a fait le diagnostic côté gouvernance, qu'on appelle la GRC, on a aussi la partie un peu plus technique qui permet de scanner vos actifs. Et donc, on fait un test de réputation avec des analyses de votre nom de domaine, votre adresse IP publique, etc. Et puis, bah, vous bénéficiez d'un rapport automatisé à chaque copil sur 12 mois. Alors, pas écrit ici, mais grosso modo, on fait un scan initial quand on fait le diagnostic avec vous. Et ensuite, vous bénéficiez de 4 autres scans pendant l'année où on fait un scan tous les 3 mois pour pouvoir voir en fait où est-ce que vous en êtes techniquement, si vous avez des prestataires ou s'il reste des corrections à faire. Suite à ça, on fait donc une restitution d'une feuille de route où on priorise et on adapte selon le secteur, donc là plutôt la santé, donc sur tout ce qui est recommandations ANS, ARS, tout ce que vous voulez, et on divise en 4 comités de pilotage, donc en copil, afin de permettre justement de structurer un comité de pilotage numéro 1 avec ce qu'on appelle des quick wins, donc quelque chose de plus rapide et qu'on peut faire dans l'immédiat. Du style, comment vous apporter de l'aide sur des documents, vous proposer d'aller vite dans certaines actions qui demandent ni coût ni effort. Et puis après, on vous suit justement tous les 3-4 mois. La timeline, elle peut être modifiée par vous, hein. Le planning peut être fait comme vous le souhaitez. Nous, on a un modèle, c'est de vous proposer, donc on revient tous les 3 mois vous voir en vous demandant si vous avez besoin d'un coup de main. Et puis, on fait un point sur chacun des comités de pilotage. Suite à ça, du coup, ce plan d'action, il est suivi grâce à une plateforme qu'on vous met à disposition. Plateforme qu'on appelle Ciseaux Assistante. Alors, c'est une plateforme qui est open source, qui est gratuite. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous l'héberge sur une VM automatisée pendant 12 mois. Et donc, du coup, elle permet de suivre vos actions et surtout, bah, nous, la restitution du diagnostic, on la compile dans cet outil parce que bon, bah, on a des fichiers, des bases de données, des fichiers Excel et autres. Et donc, du coup, on les met dans cet outil qui vous permet d'avoir accès. Je vois que Lionel a une question. Oui, il y avait une question de Monsieur Lemeur qui demandait si le scan de vulnérabilité est juste externe et pas interne. Non, ouais, c'est bien de préciser, c'est vraiment pas un pen test. Donc, on fait vraiment que du scan de vulnérabilité externe, ce qui veut dire qu'en fait, on est capable d'aller un peu plus loin, mais on n'ira pas. C'est pas l'objectif avec ce scan de vuln. On en a effectivement, on a un autre outil qui nous permet de faire scan interne-externe, mais c'est pas du tout le même job que de faire le diagnostic de cybersécurité. Voilà. Je vois pas les questions, hein, donc n'hésite pas à m'arrêter, Lionel. Ouais. Du coup, bah, ce que je vous disais, c'est post-diagnostic, justement, bah, suite aux 4 réunions de copil, bah, la plateforme, elle vous sert justement à structurer votre montée en maturité en cybersécurité, dans lesquelles vous pouvez refaire une analyse vous-même pour voir où est-ce que vous en êtes et comment vous avez pu augmenter au niveau de la maturité. Pour faire un planning type, bah, par exemple, là on est aujourd'hui au point 1, présentation du diagnostic. Ensuite, réalisation du diagnostic cyber qui dure 2 heures d'entretien avec vous. Généralement, on aime bien avoir direction générale, adjoint, enfin en tout cas quelqu'un qui a les réponses à tout ce qu'on va poser plutôt haute. RH ou DAF si possible, DPO s'il y en a un, et dans la mention obligatoire, une personne du secteur informatique, donc DSI, RSI, RSSI, ou le prestataire informatique. Ça, c'est très important parce qu'il y a toute une partie sur la gouvernance qui repose sur de la technicité qu'il faut avoir pour pouvoir répondre. Pendant cette phase de diagnostic cyber, donc nous, pendant qu'on compile les données, bah là, il y a le scan de vulnérabilité qui se passe, hein, donc vous inquiétez pas, on vous préviendra et on vous fait signer un petit document pour vous avertir voilà, du moment où ça va être scanné. Ensuite, on revient vers vous en général vers 3 semaines et on fait une restitution du diagnostic cyber en 1 heure. Une demi-heure vue très haute, la note, les actions à mettre en place assez rapides, et ensuite une petite demi-heure plutôt technique qui va vous expliquer où est-ce qu'on a trouvé des petits problèmes sur vos actifs. Et puis ensuite, on vous laisse digérer, on va dire, un peu toutes ces informations et on vous propose de revenir 3 mois plus tard pour faire des points sur les quick wins, sur lesquels bah, justement, on va pouvoir mettre en avant un plan d'action. Et nous, on vous propose des réunions à 6 mois, 9 mois et 12 mois
pour avoir des phases de suivi post-diagnostic, pour vous aider justement à sortir un peu la tête de l'eau. Et si vous avez des questions ou besoin de nous, bah, nous, on est disponible justement pour vous aider à émerger des solutions aux problèmes. Tac. Bon, je passe ça rapidement. Juste si tu peux revenir sur la slide, voilà, celle-là. Ouais. Quand je vous disais, essayez de vous y prendre le plus tôt possible pour justement commencer à vous organiser. Vous voyez typiquement que la phase de diagnostic cyber, elle dure 21 jours et la restitution du diagnostic cyber se fait au jour 21. Typiquement, si vous devez me rendre comme justificatif la restitution du diagnostic cyber, ben voilà, sachez qu'à partir du moment où la phase de diagnostic commence, il y a 21 jours incompressibles. Donc voilà, prenez-vous-y tôt et voilà, moi je vous conseille au pire sur le mois de mai de réaliser le cyberdiag, voire bien plus tôt si vous pouvez, mais n'attendez pas le mois de juin parce que vous risquez de ne pas être au rendez-vous sur la restitution. Ouais, c'est bien de le préciser et c'est vrai que là on peut commencer dès maintenant, hein, on a de la place dans nos plannings, donc il n'y a aucun problème si vous voulez positionner dès la première quinzaine d'octobre, même début novembre, il n'y a aucun problème. On a 2 personnes, comme je vous ai montré au tout départ, il y avait Mathias et Chloé qui sont tous les 2 missionnés justement pour faire toute la partie diagnostic cybersécurité. Et quand je mets jour 21, comme le dit Lionel, c'est vraiment, vous les voyez pas, mais c'est tout ce qu'on va devoir compiler, travailler et mettre en place pour vous rendre des rapports et faire des restitutions le plus clair possible. Donc, c'est pas négligeable, c'est sûr. Et donc, bon, des fois, on peut mettre moins de temps, on peut même proposer des dates à 15 jours. Donc, on peut être assez rapide quand on ne trouve pas grand-chose sur certains secteurs. Mais généralement, on laisse ce temps, déjà d'une pour vous recaler une date dans votre emploi du temps, parce que quand on aura fait les 2 heures d'entretien, il faudra qu'on cale une date pour l'heure de restitution. Et du coup, il faut forcément qu'on voit un peu large pour vous laisser le temps de planifier tout ça. S'il y a des questions, je ne sais pas, je ne vois pas les mains levées. Hein, donc, C'est bon. ok, Non, j'avance. c'est bon, tu peux continuer. Ça marche. Alors, juste pour vous montrer, niveau secteur, donc nous, qui peut en profiter, comme disaient Lionel et Bérangère, donc nous, on a un programme européen qui est uniquement valable pour la région Bretagne. Donc, les subventions qu'on a, nous, elles sont directement liées depuis l'Europe à nous. On a énormément fait donc, dans la santé, hein, on a une petite compétence santé plus en interne. Et du coup, bon, là, les chiffres ne sont pas tout à fait clairs, mais on a déjà réalisé 40 diagnostics. On est sur 40 diagnostics. Comment ça fonctionne? Il y a une prise en charge à 50% de l'EDIH Bretagne, qui est donc du coup un coût de 3 000 € hors taxe le diagnostic. Et donc, vu qu'il y a une prise en charge, bah, il reste à charge, c'est 1 500 € pour vous. Donc, 1 500 € hors taxe, ça fait 1 800 € toutes taxes comprises. Et c'est tout ce que je vous ai cité avant qui est inclus. Donc, le diagnostic, le scan de vulnérabilité, la mise à disposition de la plateforme, donc de l'AVM pendant 12 mois, et de la plateforme qui va dans l'AVM, justement sécurisée, dans lequel on maintient les mises à jour et les 4 réunions de Copil qui sont incluses. Au jour d'aujourd'hui, comme vous voyez un chiffre 31,83. En fait, on a un nombre d'enveloppes, c'est-à-dire que ces enveloppes, c'est ce qui nous est donné par l'Union européenne pour pouvoir justement proposer des diagnostics à moindre coût. Et une fois qu'on a consommé toutes ces enveloppes, en fait, on n'a plus d'argent, donc on n'a plus d'objectif de faire de diag de ce côté-là. À savoir que ce programme s'étale jusqu'en 2029. Il est en 2 phases, phase 1, phase 2. Je le montrais dans le tableau juste avant, où justement le nombre de diagnostics était de 115 ici. Malheureusement, l'Europe considère que quand on passe d'une phase à une autre, il faut rendre l'argent. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le nombre d'enveloppes qui est ici ne se reporte pas sur les enveloppes suivantes. Il y en aura forcément après, hein, il n'y a aucun problème. Mais donc, c'est toujours un coup perdu. Et ce que je dis souvent, c'est que ce serait bête de ne pas en profiter justement pour tout ce qui est diagnostic de cybersécurité. Oui, Lionel.
Oui, il y a Monsieur Lequeux, à qui je vais laisser la parole, qui a une question sur la plateforme justement CISO. Oui, bonjour. Si on dispose déjà d'une plateforme CISO en interne, est-ce qu'il est possible d'utiliser la sienne plutôt que de l'avoir en cloud? Oui, oui, complètement. Ouais, Complètement. d'accord. Ah bah oui, oui, si vous avez la vôtre. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la plateforme CISO, on l'incrémente après, une fois qu'on a fait notre JAG. Donc en réalité, on a juste à vous donner le document une fois compilé et vous n'avez plus qu'à pousser le CSV, hein. D'accord, parfait. Merci. C'est même très bien. Y a-t-il d'autres questions ou on est bon? C'est bon, tu peux continuer. Ok, donc bah, comme je le disais là, donc voilà, sur nos priorités, c'est ça, hein, c'est priorité, on a sectorisé de notre côté tout ce qui était santé, défense et numérique. Donc à partir de là, vous êtes bien encadré par l'équipe et on ira au plus près de ce que demande le ministère de la Santé, donc l'ANS, pour les objectifs que vous devez restituer. Là, on ne l'affiche pas parce que justement, on n'en parle pas assez encore aujourd'hui, mais je crois que ça a été dit par Bérangère juste avant. Nice 2 n'étant pas encore officiellement couvert, on passe quand même sur la partie Nice 2. Donc, vous inquiétez pas pour toutes ces parties-là. On est capable de vous donner déjà une roadmap. On est en lien étroit parce que le pôle d'excellence cyber, c'est comme je vous l'ai dit, c'est région Bretagne, ministère des Armées. Et donc, on est en relation étroite avec le ministère des Armées, mais pas que, mais aussi avec l'ANSSI. Donc, ce qui nous permet d'avoir aussi les référentiels et les documents de travaux qui permettront d'écrire cette directive. Et c'est tout pour moi. Voilà. Parfait, merci Michael. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Michael vient de vous présenter ou c'est très clair pour tout le monde? Ça a l'air clair pour tout le monde. Bérangère, je te laisse continuer. Eh bien, moi, j'en ai fini, en fait. On a présenté donc toute la feuille de route. On a présenté donc d'une part les exercices de crise, d'autre part donc l'attendu sur le cyberdiagnostic avec la présentation donc de Michael pour le pôle d'excellence cyber. S'il n'y a pas de questions, eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent. Hâte d'avoir donc oui. Ah. Bonjour, David. Oui, on est un peu en avance, on va se laisser effectivement un peu de temps pour prendre des questions. Concernant le reste à charge de 1 500 €, il n'est pas couvert par le financement ARS. Du coup. Alors, on va refaire un point là-dessus. Michael, vous disiez tout à l'heure, le cyberdiag, il est de 1 800 € TTC. Nous, on vous donne 3 000 €. Donc, c'est largement couvert. Ok. Donc, ce n'est pas en plus du financement. Très bien. Non, on vous donne 3 000 €. Il va falloir que vous dépensiez 1 800 € pour réaliser le cyberdiag, mais vous avez 3 000. Donc, ça vous laisse 1 200 € pour faire ce que vous voulez. C'est mieux d'investir dans la cybersécurité avec ces 1 200 €, continuer des actions de sensibilisation, etc. Ou même mettre un peu de côté pour réaliser un exercice de gestion de crise par la suite. Mais voilà, ce qu'on vous conseille, c'est tout de même, avec ce qui vous reste, l'engager dans des actions de cybersécurité. Notamment issu du rapport que l'équipe aussi aura pu mettre en exergue. Oui, notamment par rapport aux actions que le cyberdiag va vous conseiller. Voilà, vous avez déjà une enveloppe de 1 200 € pour commencer à les réaliser. Merci. De rien. On peut prendre d'autres questions? Ça a l'air d'être clair. C'est clair pour tout le monde? Ok. Ben, merci à tous de votre participation.